La salle de bal du comte Waverly était illuminée par 1 millier de bougies, dont la lumière se reflétait dans les hauts miroirs et les lustres de cristal. L'odeur de séclat cire, des parfums et des roses de serre se mêlaient à l'air chaud qui, malgré les fenêtres ouvertes, devenait de plus en plus lourd à cause de la foule. Les musiciens jouaient une valse, les couples tourbillonnaient sur le parquet, leurs mouvements créant des vagues de soie, de velours et de dentelle. La saison londonienne de 1815 battait son plein, et toutes les personnes qui comptaient dans la société étaient de présentes ce soir de mai. Alexander Greymore, duc de Winterbourne, se tenait près d'une colonne, un verre de champagne à la main, observant la scène avec son indifférence habituelle. À 32 ans, il avait depuis longtemps appris à porter un masque de détachement poli, dissimulant sous celui-ci la lassitude des obligations mondaines incessantes. Ses cheveux châtains foncés étaient soigneusement coiffés. Son frac noir était impeccable. Mais dans ses yeux bruns se lisait l'ennui d'un homme qui avait vu tout cela bien trop de fois. « Winterbourne, vous avez l'air de préférer être n'importe où, sauf ici, » dit le vicomte Hartley, son vieil ami, à côté de lui. Rousse et toujours de bonne humeur, Hartley était l'exact opposé du duc plutôt sombre. « Remarque perspicace !» répondit Alexander sèchement, en buvant une gorgée de son verre. « Mais le devoir est le devoir. Ma mère serait mécontente si je partais avant le dîner. » « Ah oui, la vénérable duchesse douairière, » sourit Hartley. « J'ai entendu dire qu'elle vous faisait de nouveau allusion à la nécessité de vous marier. » Alexander grimaça. C'était un sujet sensible. Après la mort de son père il y a 5 ans, il avait non seulement hérité de la responsabilité du titre et des vastes domaines, mais aussi de la pression constante de sa mère, qui exigeait un héritier. Chaque saison, elle choisissait de nouvelles candidates, toutes impeccablement belles, impeccablement éduquées et impeccablement ennuyeuses. Elle ne fait pas allusion, Hartley, elle exige. La différence est essentielle. « Et qui a eu sa faveur cette saison ?» demanda le vicomte avec curiosité. Avant qu'Alexander n'ait pu répondre, un changement à peine perceptible se produisit dans la salle. La musique continuait de jouer, les couples continuaient de danser, mais une vague de murmures et de murmures traversa la salle, faisant tourner les têtes vers l'entrée principale. Même Hartley se tut à mi-phrase, regardant dans cette direction. Alexander suivit son regard et s'immobilisa. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle était seule, sans escorte, ce qui était déjà inhabituel en soi. Sa robe était bleutée bleu foncé, un choix audacieux pour une jeune femme non mariée, si elle l'était. La taille haute de style empire soulignait sa silhouette élancée, et les manches bouffantes en gaze fine donnaient à la tenue à la fois de l'élégance et une légère audace. Ses cheveux foncés, presque noirs, étaient relevés en une coiffure haute avec quelques boucles retombant négligemment sur ses épaules nues. Mais ce qui frappait le plus, c'était ses yeux. Même à la distance, Alexander voyait leur teinte inhabituelle. Quelque chose entre le gris et le bleu, froide et pourtant envoûtante. Elle ne souriait pas. Elle ne faisait pas de révérence. Elle se tenait simplement là, balayant la salle d'un regard calme et évaluateur, comme si ce n'était pas elle qui se présentait à une société en quête d'approbation, mais la société qui se présentait à son jugement. « Qui est-ce souffla Hartley. Alexander ne répondit pas. Quelque chose chez cette femme lui semblait étrangement familier. Pas son apparence, il aurait retenu un tel visage, mais quelque chose dans sa posture, dans l'inclinaison de sa tête, dans la façon dont elle tenait son éventail. Le comte Waverly, l'hôte de la soirée, se précipita vers l'inconnu. Ils échangèrent quelques mots, après quoi le comte se tourna vers la salle, avec un sourire solennel. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Miss Audrey Pendergast, récemment revenue d'Italie,
Audrey Pendergast. Ce nom frappa Alexander avec la force d'un coup physique. Les souvenirs affluèrent en un torrent, douloureux et indésirable. 10 ans auparavant, un bal de printemps, une jeune fille en robe jaune pâle, trop large pour sa silhouette maigre. Ses cheveux, relevés en une simple coiffure, des taches de rousseur sur le nez, des yeux trop grands, des pommettes trop saillantes, des mouvements trop gauches. Elle était restée près du mur toute la soirée pendant que les autres dansaient. Et lui, il se tenait à côté de ses amis. Et l'un d'eux, en riant, avait dit « Pauvre Miss Pendergast, la nature a été cruelle avec elle, ni beauté, ni fortune. » Et lui, Alexander, alors pas encore duc mais simplement vicomte Greymore, s'était tu. Il avait même souri, il avait même hoché la tête en signe d'accord, et elle avait vu. Il se souvenait de la façon dont leurs regards s'étaient croisés un instant, et dans ses yeux, il y avait eu quelque chose qu'il n'avait pas pu identifier à l'époque. De l'humiliation, de la douleur, ou une froide détermination. Après ce bal, Audrey Pendergast avait disparu. On disait que sa famille l'avait envoyée chez des parents sur le continent. On disait qu'elle n'avait aucune chance de trouver un mari en Angleterre. On disait beaucoup de choses, mais avec le temps, on l'avait oubliée. Et maintenant, elle était de retour. Mais ce n'était plus la jeune fille maladroite. C'était une femme qui se mouvait dans la salle avec la grâce d'une reine, acceptant les révérences et les salutations avec un sourire léger, presque ironique. Chacun de ses gestes était mesuré, chaque regard précis. Elle s'était transformée en ce type de beauté qui ne frappe pas immédiatement les yeux, mais qui s'incruste dans la mémoire et ne vous quitte plus. « Mon Dieu » murmura Hartley. « C'est bien cette Pendergast, celle que, enfin, vous vous souvenez. » Alexander se souvenait. Trop bien. Audrey s'approchait de leur partie de la salle, s'arrêtant ici et là pour échanger quelques mots avec d'anciennes connaissances. Les femmes la regardaient avec une curiosité et une envie mal dissimulée. Les hommes, avec une admiration franche. Elle se tenait avec assurance, mais sans arrogance, poliment, mais sans flagornerie. Et la voilà à quelques pas de lui. Leurs regards se croisèrent. Alexander vit quelque chose passer dans ses yeux, la reconnaissance, le souvenir, mais son visage resta serein. Elle inclina légèrement la tête en un geste de salutation, formel et froid. « Votre grâce, dit-elle, et sa voix était basse, veloutée, très différente de cette voix mince et incertaine du passé. « Quelle surprise de vous voir ici. Je pensais que les ducs préféraient des sociétés plus choisies. » C'était une pique, subtile et élégante, mais une pique. Hartley toussa maladroitement et recula d'un pas. Alexander se redressa. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle avec une telle audace froide, surtout les femmes. « Mademoiselle Pendergast, » répondit-il, et il y avait une tension dans sa voix. « Je suis ravi de vous revoir en Angleterre. L'Italie, si j'ai bien entendu, a consenti à vous laisser partir. »« L'Italie a été très hospitalière, » répondit-elle, ouvrant son éventail et s'éventant avec une grâce paresseuse. « Mais la maison est la maison, aussi loin que l'on aille. Bien que, je l'avoue, Londres a échangé. Ou peut-être est-ce moi, cher moi, qui ai changé. Sans aucun doute, la dernière, dit-il avant de pouvoir se retenir. Quelque chose passa dans ses yeux, de la surprise, de la moquerie, mais elle se contenta de sourire, et ce sourire était énigmatique. Vous êtes trop aimable, votre grâce. Le temps peut effectivement être généreux envers ceux qui sont prêts à changer. Un silence s'installa entre eux, lourd et rempli de non-dits. Autour d'eux, l'agitation mondaine habituelle continuait. Rires, conversation, musique. Mais pour Alexander, le monde entier se réduisait à cette femme aux yeux froids et au sourire énigmatique. « Mademoiselle Pendergast a ça », commença-t-il, ne sachant pas vraiment ce qu'il voulait dire.
mais elle avait déjà reculé d'un pas, faisant une légère révérence. « Je vous prie de m'excuser, votre grâce, mais le comte Stanhope m'a demandé cette danse. Il a été agréable de renouveler notre connaissance. » Et elle s'éloigna, laissant derrière elle un léger sillage de parfum de jasmin et de quelque chose d'autre qu'Alexander ne pouvait identifier. Il la suivit du regard, la voyant prendre la main du comte Stanhope, jeune, riche et apprécié des dames, et l'emmener danser. Elle dansait impeccablement. Chaque mouvement était fluide, raffiné, parfait. Le comte était visiblement charmé, à en juger par la façon dont il se penchait vers elle, lui disant quelque chose, et par la façon dont elle riait en retour. Pas trop fort, pas trop coquettement, mais suffisamment pour montrer son intérêt. « Ah, bien », dit Hartley, revenant vers lui. « C'était intéressant. Elle se souvient définitivement de vous, Winterbourne. Ne dis pas de bêtises, » coupa Alexander trop brusquement. Hartley haussa les sourcils, mais ne dit rien. Ils savaient tous les deux ce qui s'était passé 10 ans auparavant. Hartley était là, l'un de ceux qui avaient ri, et même si c'était la cruauté habituelle des jeunes gens, sûrs de leur supériorité, cela semblait maintenant quelque chose de plus. Quelque chose pour lequel il aurait dû s'excuser. Mais comment s'excuser auprès de quelqu'un qui n'a plus besoin de vos excuses? Auprès de quelqu'un qui a clairement dépassé son passé? La soirée s'éternisait. Alexander tentait de mener les conversations mondaines habituelles, dansait avec les filles du comte, souriait au bon moment, mais toute son attention était rivée sur Audrey Pendergast. Elle était au centre de l'attention, entourée d'admirateurs, et se tenait avec une aisance étonnante. Pas une seule fois, elle ne regarda dans sa direction. Pas une seule fois, elle ne laissa entendre qu'il occupait ses pensées. Et c'était cela qui le touchait le plus. Lorsque le dîner fut enfin annoncé, les invités se dirigèrent maintenant vers la salle à manger. Alexander découvrit que sa place à table était en face de celle d'Audrey, manifestement l'idée d'une mauvaise blague ou, au contraire, une tentative de les rapprocher. Elle prit sa place avec la même grâce calme, conversant avec ses voisins de gauche et de droite, sans lui prêter attention. La longue table croulait sous les mets, rôtis de cerf, pâtés, huîtres, asperges au beurre, tourtes au gibier, gelées, soufflées. La vaisselle de porcelaine tintait. Les verres se remplissaient de vin. La conversation s'intensifiait, puis s'apaisait, comme le ressac de la mer. « Mademoiselle Pendergast » lui dit Lady Waverley, la maîtresse de maison, une élégante femme d'âge mûr. « Vous devez nous parler de l'Italie ? J'ai entendu dire que vous y aviez passé pas mal de temps. »« Presque 8 ans, Lady Waverley, » répondit Audrey, cassant un morceau de pain. « D'abord à Florence, puis à Rome. L'Italie est un monde complètement différent. On y apprécie l'art, la beauté, la vie elle-même. Ici, en revanche, elle balaya la table du regard. Ici, on apprécie le statut. Une déclaration audacieuse, observa l'un des invités, un colonel à la retraite. Pensez-vous vraiment que les Italiens sont plus éclairés ? Je les trouve plus libres, répondit Audrey. Et il y avait de l'acier dans sa voix. Ils n'ont pas peur d'être mis eux-mêmes. Ils ne se cachent pas derrière des masques de bienséance. Son regard glissa un instant sur Alexander, et il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Et pourtant vous êtes revenu, dit-il, ne pouvant se retenir. Si c'était si merveilleux là-bas, qu'est-ce qui vous a fait revenir ?» Elle posa sa fourchette, leva les yeux vers lui. À la lumière des bougies, son visage semblait taillé dans le marbre. Froid et magnifique. Des affaires inachevées, votre grâce. Chacun d'entre nous a des affaires inachevées. Quelque chose dans la façon dont elle prononça ces mots le mit en garde. Ce n'était pas une simple remarque mondaine. C'était une promesse ou un avertissement. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère tendue,
Alexander mangea à peine, bien qu'il fût toujours un gourmet. Chaque mot d'Audrey, chaque rire en réponse à une blague, chaque regard jeté à quelqu'un d'autre, tout cela l'irritait de plus en plus. Quand enfin le dîner se termina et que les dames se retirèrent, laissant les messieurs au porto et aux cigares, Alexander ressentit à la fois un soulagement et une déception. La conversation entre les hommes tourna rapidement à la politique, aux chevaux et à la chasse. Mais Hartley s'approcha de lui et dit à voix basse : « Elle vous a touché, n'est-ce pas ? » ?»« De quoi parlez-vous ? » grommela Alexander. « De Miss Pendergast, vous n'avez regardé qu'elle toute la soirée. »« Vous exagérez. Non, mon ami, je suis observateur. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant ? Elle ne vous a jamais vraiment regardé. Pour elle, vous n'existez pas. Et cela, avouons-le, est bien pire que la haine. » Alexander voulut protester, mais se tut. Hartley avait raison. L'indifférence est l'arme la plus cruelle. Et Audrey Pendergast la maîtrisait à la perfection. Lorsque les hommes rejoignirent les dames au salon, Alexander trouva Audrey près de la fenêtre. Elle se tenait là, regardant le jardin sombre, éclairé seulement par les lanternes le long des allées. Son profil était net et sévère. Un instant, un seul instant, le masque tomba, et il vit quelque chose d'autre sur son visage. De la fatigue, de la tristesse. Mais ensuite, elle sentit son regard et se retourna, et le masque revint à sa place. « Votre grâce, » dit-elle sèchement. « Vous me suivez ? » ?»« Je pensais simplement me promener dans le salon, » répliqua-t-il s'approchant. « Mais si vous pensez autrement ? » ?»« Je ne pense rien. » L'interrompit-elle. « Je m'en fiche. »« Vraiment ? Absolument. » Et ils se tenaient proches, trop proches pour les convenances, mais personne ne prêtait attention. Les autres invités étaient occupés par leur conversation. L'odeur de son parfum l'enveloppait, enivrant et taquinant à la fois. « Audrey, » commença-t-il, et son nom sonna étrangement sur sa langue, trop intime pour le temps qu'il n'avait pas vu. « Non, » coupa-t-elle, et pour la première fois, une véritable émotion résonna dans sa voix, de la colère, de la douleur. Mais elle se ressaisit rapidement. « Quoi que vous vouliez dire, ne le dites pas. Le passé est passé. Je ne suis plus cette fille, et vous, je suppose. N'était plus ce garçon. Laissons les choses en l'état. » « Et si je ne veux pas laisser les choses en l'état ?» Elle le regarda d'un long regard scrutateur, puis rit, doucement, sans gaieté. « Alors, je crains que vous ne soyez déçu, votre grâce. J'ai appris depuis longtemps à ne pas donner aux gens ce qu'ils veulent. » Et elle s'éloigna, le laissant seul près de la fenêtre, avec un sentiment qu'il ne pouvait définir. Ce n'était pas seulement de l'agacement, et pas seulement de la curiosité. C'était quelque chose de plus profond, de plus troublant. Quelque chose qui promettait d'être le début d'une histoire qu'on ne pourrait pas simplement oublier. Le matin après le bal, Alexander fut accueilli par un ciel gris et une pluie fine, un temps londonien typique qui n'affectait généralement pas son humeur. Mais aujourd'hui, il s'était réveillé avec un mal de tête et des pensées encore plus lourdes, qui revenaient obstinément à la même chose. La robe bleue foncée, les yeux froids et une voix où résonnait la moquerie. Il était assis dans son bureau de sa demeure londonienne de Grosvenor Square, regardant la pluie par la fenêtre, sans la voir. Devant lui se trouvaient des documents relatifs à la gestion des domaines, des lettres des intendants, des factures nécessitant son attention. D'habitude, il s'occupait des affaires rapidement et méthodiquement. Mais aujourd'hui, les lignes se brouillaient devant ses yeux, et ses pensées l'entraînaient constamment dans une direction complètement différente. « J'ai appris depuis longtemps à ne pas donner aux gens ce qu'ils veulent. » Ces mots étaient restés comme une écharde. Que voulait-elle dire ?
la vengeance, simplement de l'indifférence ou quelque chose de plus complexe. Un coup à la porte le tira de ses réflexions. « Entrez !» lâcha-t-il sans se retourner. Son majordome Griswold entra dans le bureau, impeccable comme toujours, malgré l'heure matinale. « Votre grâce, le vicomte Hartley est arrivé. Il insiste sur le fait que la réunion ne souffre aucun délai. » Alexander grimaça. Hartley, à une telle heure, signifiait soit une catastrophe, soit des potins. Connaissant son ami, plutôt la seconde option. « Qu'il entre », soupira-t-il. Hartley fit irruption dans le bureau avec l'air d'un homme possédant des informations importantes et désireux de les partager. « Bonjour, Winterbourne !» s'exclama-t-il, secouant les gouttes de pluie de son manteau. « Avez-vous déjà entendu la nouvelle ? Quelle nouvelle parmi le flot incessant de potins londoniens avez-vous en tête ?» demanda Alexander d'un ton las. « Ah, mademoiselle Pendergast, bien sûr !» Hartley s'affala dans le fauteuil d'en face, sans attendre d'invitation. Alexandre se redressa, malgré son désir de paraître indifférent. Côte 71, côte 72. Alexandre écoutait en silence, élaborant un tableau dans son esprit. Audrey n'avait pas seulement survécu à cette saison humiliante d'il y a 10 ans, elle avait prospéré. Elle avait transformé l'exil en triomphe. Et ce n'est pas tout, continua Hartley, savourant les faits. Côte 74. Quelque chose se serra douloureusement dans la poitrine d'Alexandre, et il réalisa avec surprise que c'était de la jalousie. Une jalousie absurde, déplacée, envers une femme avec qui il avait à peine échangé quelques faux phrases en 10 ans. « Côte 75, dit-il sèchement, retournant à ses papiers. « Côte 70 séchi, côte 70 septini, commença Hartley, et il s'interrompit sous son regard. « D'accord. D'accord. Mais tout le monde a remarqué comment vous la regardiez hier. Vous n'avez pas été aussi intéressé par une femme depuis longtemps. Tu vois ce qui n'existe pas, trancha Alexandre. » Mais Hartley se contenta de sourire en se levant. « Comme vous voulez, votre grâce. Mais si vous changez d'avis et voulez savoir où mademoiselle Pendergast est installée, elle a loué une maison sur Harley Street. Petite mais élégante. On dit qu'elle l'a décorée à l'italienne. » Après le départ de Hartley, Alexandre resta assis pendant 1 heure, regardant par la fenêtre. La pluie s'était intensifiée, se transformant en une véritable averse. Londres se noyait dans le gris, mais un feu d'idées brûlait dans sa tête. Il devait s'excuser. C'était la seule chose à faire. 10 ans auparavant, il avait été jeune, stupide et cruel. Il s'était permis de rire d'une jeune fille dont le seul tort était son manque de beauté et de dot. Il aurait dû s'excuser alors, mais il ne l'avait pas fait. Maintenant, cela semblait une tâche impossible. Comment s'excuser auprès de quelqu'un qui n'a plus besoin de vos excuses? Le soir, la pluie cessa, laissant derrière elle le reflet humide des pavés et la fraîcheur de l'air. Alexandre s'habilla et se rendit à l'opéra. Il avait une loge pour la saison, et ce soir, on donnait Don Giovanni. Il n'aimait pas particulièrement Mozart, préférant Haydn. Mais l'opéra faisait partie des obligations sociales, et il n'y avait aucune raison de le manquer. Le théâtre de Covent Garden était bondé. Les loges en velours, les dorures, les lustres en cristal créaient une atmosphère de luxe. Les spectateurs venaient moins pour la musique que pour l'occasion de se montrer et de regarder les autres. Entre les actes, on négociait des mariages, on concluait des affaires, on répandait des potins. Alexandre prit place dans la loge ducale et parcourut machinalement la salle, sachant qu'il ne trouverait pas celle qu'il cherchait. Et il se trompait. Dans une des loges de l'autre côté était assise Audrey. Elle portait une robe couleur rose foncé, taille haute et manches courtes. Ses cheveux étaient relevés, dégageant sa longue nuque, et son seul ornement était un collier de perles, simple mais élégant.
À côté d'elle était assise une dame âgée, visiblement une dame de compagnie ou une duègne, et de l'autre côté, le comte Stanhope, qui s'efforçait clairement de monopoliser son attention. Alexandre sentit une pointe d'irritation familière. Stanhope était beau, riche, jeune. Il avait une réputation irréprochable et un tempérament facile. Un parti idéal pour toute femme, même celle qui n'avait pas besoin d'un mariage pour l'argent. Le spectacle commença. La musique s'écoula, les chanteurs montèrent sur scène. Mais Alexandre ne voyait qu'une seule loge, une seule silhouette. Audrey regardait la scène avec une attention totale, murmurant parfois quelque chose à sa dame de compagnie. Stanhope se penchait vers elle, lui disait quelque chose, et elle souriait légèrement en réponse, mais ne quittait pas la scène des yeux. À la fin du premier acte, Alexandre ne put plus supporter. Lorsque les lumières s'allumèrent et que l'entr'acte commença, il quitta sa loge et se dirigea vers le couloir. Il n'avait pas planifié cela, n'avait pas réfléchi aux mots, mais ses piétards le portèrent à d'eux-mêmes vers sa loge. Il s'arrêta à l'entrée, frappa à la porte entr'ouverte. Audrey se retourna, et un instant, juste un instant, il vit de la surprise dans ses yeux, mais elle la cacha rapidement derrière un masque de politesse. « Cote 82, dit-elle en se levant. Cote 83. » Stanhope se leva aussi, son visage exprimant un mécontentement mal dissimulé. « Cote 84, dit-il d'un ton sec. Stanhope. Répondit Alexandre tout aussi sèchement. Je m'excuse de cette intrusion. J'aimerais parler à mademoiselle Pendergast en privé, si elle ne s'y oppose pas. C'était effronté au-delà de toute limite, et tous les trois le savaient. Stanhope rougit, prêt à objecter, mais Audrey posa sa main sur sa manche, l'arrêtant. Tout va bien, comte. Je suis sûr que son Altesse ne prendra pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Votre grâce? Il y avait de l'ironie dans sa voix. Elle comprenait parfaitement qu'il l'avait mise dans une position délicate et elle n'allait pas lui permettre de l'oublier. Stanhope sortit à contre-cœur, jetant un regard hostile à Alexandre. La dame de compagnie âgée resta, assise dans le coin de la loge avec son tricot, une présence à la fois discrète et strictement nécessaire pour les convenances. Quote 88. Audrey se rassit, ouvrant son éventail et s'éventant avec un air de calme absolu. « Qu'avez-vous d'aussi important à me dire ?» Alexandre resta debout, se sentant comme un écolier convoqué par le directeur. Toutes les phrases soigneusement préparées s'étaient envolées de sa tête. « Que de 90, finit-il par dire. « Que de 91. » Elle le regarda longuement, et il ne put rien lire sur son visage. Puis elle referma son éventail et le posa sur ses genoux. « Code 92, dit-elle simplement. « Code 93, code 94, répéta-t-il. Stupéfait. « Code 95, code 96, l'interrompit-elle. « Que voulez-vous de plus? Que je pleure? Que je raconte à quel point j'ai souffert? Combien de nuits blanches j'ai-je passées à me souvenir de chacun de vos mots, de chacun de vos regards? » Sa voix devint plus ferme. « 10 ans ont passé, votre grâce. J'ai grandi et je ne suis plus cette petite fille. Vos mots et votre opinion n'ont plus d'importance pour moi. » « On dirait qu'ils n'ont pas d'importance, » répliqua-t-il, se sentant acculé et d'autant plus fort. Trancha-t-elle en se levant. Ils se tenaient maintenant face à face, trop près. « Côte 102. Côte 103, dit-il doucement. Quelque chose s'alluma dans ses yeux, de la colère, enfin une véritable émotion. « Comment osez-vous? Si je ne signifiais ici rien, vous n'éviteriez pas de me regarder. Vous ne vous comporteriez pas comme s'il y avait un mur de glace entre nous. Les gens qui ne signifient vraiment rien pour nous. Nous ne les remarquons tout simplement pas. Et vous me remarquez. Tout comme je vous remarque. » Un silence lourd, rempli de non-dits, s'installa. Des voix, des rires, le tintement des verres parvenait du couloir. Quelque part au loin, l'orchestre l'accordait ses instruments avant le deuxième acte.
Vous êtes arrogant, votre grâce, dit finalement Audrey. Mais il nie. Il n'y avait plus la même assurance dans sa voix. Code 107, code 108, concéda-t-il. Code 109. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment, la porte de la loge s'ouvrit et Stanhope entra. Mademoiselle Pendergast, le deuxième acte va bientôt commencer, annonça-t-il, jetant un regard froid à Alexandre. J'espère que le duc a déjà terminé sa conversation. Audrey se redressa et le masque froid réapparut sur son visage. Oui. Comte. Son Altesse était justement en train de partir. Alexandre comprit qu'il avait perdu cette manche. Il s'inclina brièvement et sortit, sentant le regard triomphant de Stanhope et le regard froid d'Audrey. Il passa le deuxième acte sans rien voir ni entendre. Ses mots, son regard, cette lueur d'émotion qu'il avait perçue, tournait dans sa tête. Elle n'était pas indifférente. Elle faisait semblant, se défendait. Mais de quoi? De lui. Ou d'elle-même? Après l'opéra, il rentra chez lui, refusant l'invitation de Hartley à se rendre au club. Il devait réfléchir, mettre de l'ordre dans ses sentiments, car ce qu'il ressentait était dangereusement proche de l'obsession. Le lendemain matin, le ciel s'était dégagé, et Alexandre décida de faire une promenade à cheval à Hyde Park. Les premières heures, de 8 à 10 heures, étaient réservées aux vrais cavaliers, pas aux élégants mondains, et il appréciait ce calme relatif. Le parc l'accueillit avec la fraîcheur après la pluie, l'éclat de l'herbe mouillée et le chant des oiseaux. Il dirigea son étalon bailli le long de l'allée principale, savourant le mouvement et la solitude relative. Et il la revit. Audrey montait une jument grise, vêtue d'une amazone vert foncé qui lui allait à merveille. Elle était seule, à l'exception d'un palefrenier qui la suivait à une distance respectueuse. Le dos droit, la posture parfaite. Elle se tenait en selle comme si elle était née à cheval. Alexandre dirigea son cheval vers elle avant même d'avoir pu réfléchir à la sagesse de cette décision. « Code 113 » l'interpella-t-il en la rejoignant. Elle se retourna et un instant, juste un instant, il vit quelque chose qui ressemblait à de la joie sur son visage. Mais ce fut si fugace qu'il aurait pu se tromper. « Côte 114 » répondit-elle, retenant sa jument. « Côte 115. »« Côte 116 » remarqua-t-il, arrêtant son cheval à côté. « Côte 117. »« Côte 118. »« Côte 119 » demanda-t-il. Et la question était sincère. Elle réfléchit, regardant quelque part au loin, où le ciel du matin rosissait. Côte 120. Elle fit une pause. Côte 121. Côte 122. Elle le regarda, et il y avait quelque chose d'insaisissable dans son regard. « Ce sont mes affaires. »« Votre grâce, pas les vôtres. Mais si je pouvais aider, vous ne le pouvez pas, » coupa-t-elle. « Certaines choses, on doit les faire soi-même. » Ils chevauchèrent en silence pendant un certain temps, seul le bruit des sabots rompant le calme. Autour d'eux, la ville se réveillait. On entendait les voix des jardiniers, le grincement des charrettes, l'aboiement lointain des chiens. « Stanhope va vous faire sa demande en mariage, » dit soudain Alexandre, surpris par sa propre franchise. « Je sais, » répondit-elle calmement. « Et que répondrez-vous? Ce n'est pas non plus votre affaire. » Elle le regarda avec un léger sarcasme. « Mais si cela vous intéresse tant, je dirais côte 0. Le comte est gentil. Mais je ne me suis pas marié à 17 ans quand j'avais désespérément besoin d'un mari et d'une protection. Je ne le ferai pas non plus maintenant, alors que je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre. » Le soulagement qu'il ressentit était trop fort et trop évident. « Quote _ 132 » demanda-t-il, s'efforçant de paraître désinvolte. « Je ne compte pas, » confirma-t-elle. « Du moins, pas avant de rencontrer un homme pour qui je voudrais renoncer à ma liberté. Et de tels hommes, je crains qu'ils n'existent pas. Vous êtes trop cynique pour votre âge. Je suis réaliste.
corrigea-t-elle. Le mariage pour une femme est toujours un compromis. Vous donnez votre indépendance, votre volonté, parfois même votre nom. En échange, vous obtenez une position et une protection. Mais je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre. Alors pourquoi sacrifier ce que j'ai ? Ces mots étaient raisonnables. Mais il y avait de l'amertume en eux. L'amertume de quelqu'un qui avait autrefois rêvé d'amour et avait été déçu. Tous les mariages ne sont pas fondés sur le calcul, dit-il doucement. Il est qui naissent d'un sentiment véritable. Peut-être, concéda-t-elle. Mais je n'en ai pas vu. Je n'ai vu que des transactions, des contrats, des unions pour l'argent, le titre ou la descendance. L'amour, s'il apparaît, vient après, comme un bonus, pas comme une raison. Ils atteignant le bout de l'allée, et Audrey retint sa jument. Côte 142, annonça-t-elle. Côte 143. Côté 144, l'appela-t-il. Et elle s'immobilisa. Côte 145. Elle le regarda longtemps, et il ne put comprendre ce qui se passait derrière ce regard. Côte 146, demanda-t-elle enfin. Quote 147, quote 148, quote 149. Elle sourit. Pour la première fois, elle sourit vraiment. Et ce sourire était à la fois triste et provocateur. Code 150, concéda-t-elle. Code 150 et un état. Elle s'éloigna, le laissant debout au milieu de l'allée, le cœur battant à tout rompre, et le sentiment d'avoir mis le pied sur un chemin très glissant dont il ne pourrait plus se détourner. La maison numéro 23 de Harley Street était exactement comme Alexandre l'avait imaginé. Élégante, mais pas ostentatoire. Aménagée avec goût, mais sans excès. La façade en pierre claire, la porte noire avec un heurtoir en laiton, les fenêtres à cadre blanc, tout parlait d'une respectabilité discrète. Alexandre se tenait devant cette porte à 3 heures de l'après-midi, comme convenu, avec un bouquet de pivoines blanches à la main. Il avait longuement choisi les fleurs, rejetant les roses qui comme trop banales, les lys comme trop solennelles. Les pivoines lui semblaient de le bon choix, gracieuses, parfumées, mais sans prétention. La porte fut ouverte par un majordome âgé au visage d'une impassibilité professionnelle. « Le duc de Winterbourne » se présenta Alexandre. « Mademoiselle Pendergast m'attend ? Bien sûr, votre grâce, veuillez me suivre. » À l'intérieur, la maison était lumineuse et aérée. Les murs étaient peints dans des tons crème doux, le sol était en marbre veiné de miel. Mais l'influence italienne se faisait sentir partout. Dans les vases en terre cuite sur les consoles, dans les gravures de vue de Rome et de Florence, dans les légers rideaux de mousseline, laissant passer la lumière du soleil. Le majordome le conduisit dans un petit salon au rez-de-chaussée. La pièce donnait sur le jardin, et la lumière du jour inondait l'espace, créant une atmosphère de villa méditerranéenne plutôt que de maison londonienne. Le mobilier était élégant, sans la lourdeur des intérieurs anglais. Des canapés aux pieds fins, des fauteuils aux dossiers incurvés, une table ronde avec un plateau en mosaïque. Au mur pendaient des aquarelles, des paysages qu'Alexandre reconnut immédiatement, les collines de Toscane, les canaux vénitiens, les ruines romaines. « Sont ce vos œuvres ?» demanda-t-il s'approchant d'un des tableaux. « Oui » répondit une voix derrière lui. Il se retourna. Audrey se tenait dans l'embrasure de la porte. Et de nouveau, il fut frappé par son changement. Aujourd'hui, elle portait une simple robe de jour gris clair, taille haute et manches longues. Ses cheveux étaient noués en un chignon souple à l'arrière de la tête, quelques mèches encadrant son visage. Aucune parure, à l'exception d'une fine chaîne en or autour du cou. Elle avait l'air à la fois simple et élégante. « Bonjour, votre grâce », dit-elle en entrant dans la pièce. Derrière elle suivait la même dame de compagnie âgée qu'à l'opéra, qui s'installa silencieusement près de la fenêtre avec sa broderie.
Mademoiselle Pendergast, dit-il en lui tendant les pivoines, j'espère que ces fleurs vous plairont. Elle prit le bouquet, et un instant, son visage s'adoucit. Des pivoines, dit-elle doucement. Mes préférées. Comment l'avez-vous su? Je ne l'ai pas su, avoua-t-il honnêtement. Elles m'ont simplement semblé appropriées. Elle sonna la clochette, et la femme de chambre apparut, à qui Audrey remit les fleurs en lui demandant de les mettre dans l'œil. Puis, d'un geste, elle invita Alexandre à s'asseoir. « Du thé » proposa-t-elle. « Ou préférez-vous quelque chose de plus fort ?»« Du thé sera parfait. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre, et un silence gênant s'installa. Alexandre se sentit soudain comme un jeune garçon à son premier rendez-vous. Ne sachant pas où commencer la conversation, toutes les phrases qu'il avait préparées toute la nuit s'étaient envolées de sa tête. « Vos œuvres sont remarquables, » dit-il enfin, en désignant les aquarelles. « Vous avez un vrai talent. »« Vous êtes trop aimable, » répondit-elle. Mais un plaisir se fit entendre dans sa voix. « En Italie, je me suis beaucoup exercé. Signora Barbarigo pensait que toute femme instruite devait savoir s'exprimer par l'art. « Parlez-moi d'elle, » demanda Alexandre. « De Signora Barbarigo. Apparemment, elle a joué un rôle important dans votre vie. » Audrey s'appuya sur le dossier du canapé, son regard absent, plongé dans ses souvenirs. C'était une femme étonnante, veuve depuis 20 ans, sans enfant, mais pleine de vie et d'énergie. Quand je suis arrivé en Italie, elle marqua une pause, cherchant ses mots. J'étais brisé, pas simplement attristé ou déçu. J'étais anéanti. Cette saison, ces balles, cette humiliation. Vous n'imaginez pas ce que c'est de rester adossé au mur toute la soirée, sachant que personne ne s'approchera, personne ne vous invitera à danser. D'entendre des chuchotements derrière votre dos, de voir des regards moqueurs. Alexandre sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il voulait l'interrompre, lui dire qu'il était désolé, mais elle continuait. Et il comprit qu'elle avait besoin de s'exprimer. Ma famille n'était pas riche, mon père, le fils cadet d'un baron, ma mère la fille d'un pasteur. Il n'y avait presque pas de dot, et moi, je n'étais pas une beauté. Trop maigre, trop anguleuse, trop imparfaite. Je le savais, mais j'espérais quand même. L'espoir stupide et naïf d'une jeune fille qui avait trop lu de romans. Elle sourit, mais sans gaieté. Et puis vint la compréhension. Et elle fut cruelle. « Audrey » commença Alexandre, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Non, laissez-moi finir. Vous vouliez connaître la vérité, alors écoutez-la. Après cette saison, je suis tombé malade. Une vraie fièvre. Je suis resté au lit pendant des semaines. Les médecins parlaient d'épuisement nerveux. Ma mère pleurait. Mon père restait silencieux. Et puis, vint une lettre d'une lointaine parente de ma mère, Signora Barbarigo. Elle me proposait de venir en Italie, de vivre avec elle, d'être sa dame de compagnie. Et j'y suis allé, parce qu'il n'y avait plus rien ici qui me retenait. La femme de chambre apporta le thé, disposa les tasses, les biscuits, les petits gâteaux aux amandes. Audrey versa le thé, parfumé, à l'odeur de bergamote, et tendit une tasse à Alexandre. Leurs doigts se touchèrent un instant, et il sentit la légère chaleur de sa peau. « Et que s'est-il passé en Italie » demanda-t-il doucement. « Un miracle s'est produit, » répondit-elle, et pour la première fois, une véritable chaleur se fit entendre dans sa voix. Signora m'a accepté non pas comme une parente pauvre ayant besoin de charité, mais comme son égale. Elle m'a présenté à ses amis, artistes, poètes, musiciens. Son salon accueillait les personnes les plus intéressantes de Florence. Et personne ne posait de questions sur ma dot. Personne ne jugeait si j'étais apte à me marier. On m'appréciait pour mes pensées, mes mots, ma capacité à voir la beauté. J'ai appris les langues, le dessin, la musique.
J'ai lu les philosophes antiques et les écrivains modernes. J'ai voyagé en Italie, j'ai vu Rome, Venise, Naples. Et progressivement, j'ai compris que je pouvais être heureuse. Que pour être heureuse, je n'avais pas besoin d'un mari, d'un titre, d'une position dans la société anglaise. J'avais besoin de la liberté d'être moi-même. Alexandre écoutait, stupéfait. Devant lui, il n'y avait pas seulement une belle femme, il y en avait beaucoup dans son entourage. Devant lui, il y avait une femme de profondeur, d'histoire, de force de caractère. « Et vous étiez heureuse là-bas » dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui » confirma-t-elle. Jusqu'à la mort de Signora il y a eu 2 ans. Elle était morte paisiblement, dans son sommeil, comme elle le souhaitait. Et elle m'a laissé assez pour que je puisse vivre indépendamment. Alors pourquoi êtes-vous revenu ? Demanda Alexandre. Si là-bas vous aviez tout ce dont vous aviez besoin. Audrey posa sa tasse. Son visage se referma. Je vous l'ai dit, des affaires inachevées. Quelles affaires précisément ? Elle se leva, s'approcha de la fenêtre, regardant le jardin où fleurissaient les tulipes tardives et les premières roses. « Ma sœur cadette » dit-elle enfin, et il y eut de la douleur dans sa voix. « Caroline. Elle a 20 ans maintenant. Elle répète mon histoire. Pas de dot, pas de relation, pas de chance de faire un bon mariage. Mais contrairement à moi, elle n'a pas de Signora Barbarigo pour la sauver. Il n'y a que moi. » Alexandre se leva, s'approcha d'elle, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Vous voulez l'aider à se marier ?»« Je veux lui donner le choix, » corrigea Audrey, se tournant vers lui. « Si elle veut se marier, qu'elle ait une bonne partie. Sinon, qu'elle ait son indépendance. Mais pour cela, elle a besoin d'une dot. Et je dois restaurer la réputation de notre famille. » « Et votre réputation est impeccable, » commença Alexandre, mais elle secoua la tête. « Ma réputation personnelle, peut-être, mais notre famille est toujours considérée comme des perdants, des parents pauvres incapables de subvenir aux besoins de leur fille. Vous savez comment ça marche. Une seule tâche affecte tout le monde. Caroline souffre de mon échec il y a 10 ans, et je dois réparer cela. Comment ? Elle retourna au canapé, et il la suivit. Ils s'assirent à nouveau, mais maintenant, entre eux, il n'y avait plus de froideur, mais autre chose, une compréhension naissante. « Je dois montrer là et la société que nous sommes dignes de respect, » expliqua Audrey. « Je dois être accepté dans les meilleures maisons, être remarqué, être approuvé. Et quand Caroline fera ses débuts la saison prochaine, elle ne sera pas simplement Miss Pendergast sans dot. Elle sera la sœur d'Audrey Pendergast, celle que les duchesses reçoivent et qui est invitée à Almax. Almax était le club le plus exclusif de Londres, où seuls les élus étaient admis. Y entrer était le rêve de toutes les mères ambitieuses et de toutes les jeunes filles rêvant d'un bon parti. « Avez-vous déjà obtenu l'approbation » demanda Alexandre. « Pas encore » avoua-t-elle. « Mais j'y travaille. Le comte de Waverley a de l'influence sur l'une des patronnesses. Lady Somerville, que j'ai rencontrée à Rome, a promis de dire un mot. C'est une question de temps. « Et si je vous aide ?» proposa-t-il soudain, surpris par ses propres mots. Audrey le regarda avec suspicion. « Pourquoi voulez-vous aider ?»« Parce que je suis coupable, » répondit-il simplement. « Parce qu'il y a 10 ans, je faisais partie de ce système qui vous a détruite. Et peut-être qu'en aidant maintenant, je rachèterai un peu ma faute. » « Et je n'ai pas besoin de votre pitié, » dit-elle froidement. « Saint-Tigiti, Singiti, ce n'est pas de la pitié, » rétorqua-t-il. « C'est la justice. Et parce que je le veux, je veux juste aider. » Ils se regardèrent longuement, longuement. La vieille dame de compagnie continuait de broder près de la fenêtre, comme si elle n'avait rien entendu. Dehors, le vent agitait les branches des arbres, et les ombres dansaient sur les murs du salon.
Ma mère organise une réception dans une semaine, dit Alexandre lentement. Une petite réunion, mais toutes les personnes importantes seront là, y compris Lady Castlerock, la principale patronesse d'Almax. Si vous obtenez son approbation, toutes les portes s'ouvriront. Et vous m'invitez ? Une méfiance se lisait dans sa voix. Oui. Pourquoi votre mère accepterait-elle de me recevoir ? Parce que je le lui demanderai, répondit-il. Et parce que c'est une femme intelligente qui appréciera votre érudition et votre raffinement. Elle en a assez des belles femmes creuses qu'elle a choisies pour moi toutes ces années. Audrey fronça les sourcils. Je ne veux pas être une autre candidate au mariage avec le duc. Et ce n'est pas ce que je propose, dit-il rapidement. Je propose mon aide, sans condition, sans attente. Elle resta longtemps silencieuse, réfléchissant à la proposition. Alexandre voyait l'orgueil et le pragmatisme se disputer dans ses yeux. Finalement, le pragmatisme l'emporta. « D'accord, accepta-t-elle. Mais à une condition. Si je viens, vous ne chercherez pas mon attention. Vous ne donnerez pas lieu à des commérages. Je serai simplement une invitée et rien de plus. » Je le promets, acquiesça-t-il, bien qu'il sût au fond de lui que cette promesse serait difficile à tenir. La conversation dériva vers des sujets plus légers. Audrey raconta l'Italie, les lieux qu'elle avait vus, les gens qu'elle avait rencontrés. Alexandre écoutait, fasciné moins par les histoires elles-mêmes que par la façon dont elle les racontait, avec vivacité, humour et une profonde compréhension de la nature humaine. Le temps passa sans qu'il s'en rende compte. Lorsque l'horloge de la cheminée sonna 5 heures, Alexandre constata avec surprise qu'il était resté là pendant 2 heures. Une visite de courtoisie durait généralement 15 minutes, 30 minutes au maximum. Mais ici, le temps avait perdu toute signification. « Je devrais partir, » dit-il en se levant. « Je ne veux pas compromettre votre réputation par une visite trop longue. »« Vous avez raison, » acquiesça-t-elle, se levant également. Bien que... Elle marqua une pause, ce fut agréable. Parlez vraiment, sans prétention. Pour moi aussi, avoua-t-il. Il se tenait près, trop près. Son parfum, jasmine avec une légère note d'agrumes, l'enveloppait. Il voyait les étincelles dorées dans ses yeux gris-bleu, les fines lignes de rire autour de sa bouche, une légère fossette sur son cou, juste en dessous de l'oreille. « Audrey », dit-il doucement, et son nom sonna comme une confession. « Non », répondit-elle aussi doucement, mais elle ne recula pas. Ne compliquez pas ce qui est déjà trop compliqué. Et si je ne peux pas faire autrement? Alors il faudra apprendre. Mais sa main se leva, presque malgré elle, et toucha la sienne. Un contact léger et fugace qui brûla plus fort que le feu. Puis elle recula, rétablissant la distance. « À la réception, votre grâce, » dit-elle formellement. « À la réception, mademoiselle Pendergast. » Il sortit de la maison dans une sorte de brouillard, se souvenant à peine d'avoir salué le majordome, d'être monté dans sa voiture, d'avoir ordonné au cocher de rentrer chez lui. Dans sa tête ne résonnait que sa voix. Dans sa mémoire surgissaient ses mots, ses regards, ce moment où elle avait touché sa main. Il comprit que quelque chose de dangereux se produisait, qu'il tombait amoureux d'une femme qui n'avait pas besoin de lui, ne voulait pas de lui, ne lui avait pas pardonné complètement. Une femme qui avait construit des murs autour de son cœur et n'avait aucune intention de les détruire. Et pourtant, il ne pouvait s'arrêter. Ce soir-là, au dîner, en présence de sa mère seule, une femme élégante d'une 60aine d'années, aux yeux perçants et à l'esprit vif, Alexandre prit son courage à 2 mains. « Maman, j'aimerais vous demander une faveur, » commença-t-il. La duchesse douairière posa sa fourchette, regardant son fils avec intérêt. « Cela semble sérieux. Que s'est-il passé ? » « Et à votre réception la semaine prochaine. J'aimerais inviter une invitée supplémentaire.
Et qui est-ce qui s'est invité? Mademoiselle Audrey Pendergast. Les sourcils de sa mère se haussèrent. Pendergast? La même jeune femme qui était partie en Italie il y a des années. J'ai entendu dire qu'elle était revenue et que la société ne parlait que d'elle. Oui, c'est elle. Et quel intérêt avez-vous pour elle? Alexandre savait que sa mère n'accepterait pas de réponse évasive. Il me semble qu'elle a été traitée injustement, et je veux l'aider à retrouver sa place dans la société. La duchesse le regarda longuement, et dans son regard, il y avait une compréhension qui troublait et soulageait Alexandre à la fois. « Vous êtes amoureux d'elle », constata-t-elle. Ce n'était pas une question. Je ne sais pas, avoua-t-il honnêtement. Peut-être. Elle est différente de toutes celles que j'ai choisies pour vous. Je sais, elle est pauvre. Elle a des moyens, un héritage italien, mais pas de relations, pas de position, mais de l'intelligence, de l'éducation, du caractère. La duchesse sourit. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Alexandre vit un sourire aussi sincère sur son visage. « Alors invitez-la, » dit-elle. « Je suis curieuse de voir la femme qui a enfin fait fondre la glace dans le cœur de mon fils. Et si elle était vraiment telle que vous la décrivez, je serais heureuse de l'aider. Lady Castlereagh est une vieille amie à moi. Je dirai un mot. » Alexandre se leva, s'approcha de sa mère et l'embrassa sur la joue, un geste de tendresse, rare entre eux. « Merci, » dit-il simplement. « Souvenez-vous seulement, » ajouta la duchesse, le regardant dans les yeux. « De telles femmes n'appartiennent à personne. On ne peut que les mériter, et si vous essayez de la posséder, vous la perdrez à jamais. » Ces mots restèrent avec lui jusqu'à la nuit, alors qu'il était allongé dans l'obscurité de sa chambre, regardant le plafond et pensant à la femme aux yeux froids et aux mains chaudes, qui pourrait être soit son salut, soit sa damnation. La semaine précédente, la réception fut empreinte d'une étrange tension. Alexandre ne rendit délibérément pas visite à Audrey, comprenant que des visites trop fréquentes engendreraient des commérages qui pourraient nuire à sa réputation. Mais il envoyait des fleurs, pas tous les jours, ce qui serait trop évident, mais tous les 3 jours. Des pivoines blanches, des roses pâles, des brins de lilas. Chaque bouquet était accompagné d'une simple note. Avec respect. Audrey ne répondait pas à ces messages, et Alexandre n'attendait pas de réponse. C'était sa façon de montrer qu'il pensait à elle sans rien demander en retour. Il la vit 2 fois cette semaine, une fois dans une librairie de Piccadilly, où elle choisissait une nouvelle édition des poèmes de Byron, et une 2e fois au théâtre, où elle était assise avec Lady Somerville. Les 2 fois, ils n'échangèrent que de polis hochements de tête. Mais Alexandre sentit son regard s'attarder sur lui un peu plus longtemps que nécessaire. Pendant ce temps, il préparait le terrain. Il parlait aux bonnes personnes, mentionnant négligemment le nom de Miss Pendergast dans le bon contexte. Cote 2, cote 3, cote 4. Il le faisait subtilement, sans insistance, mais assez souvent pour que le nom commence à résonner dans les bons cercles. Hartley observait tout cela avec une hilarité mal dissimulée. Il y a... Vous êtes devenu son agent de publicité personnel, remarqua-t-il un jour au club, sirotant un brandy. J'ai bien peur que vous soyez désespérément amoureux. Je ne fais que réparer une injustice, grommela Alexandre. Bien sûr, bien sûr. Et le fait que vous regardiez sa maison chaque fois que vous passez par Harley Street fait aussi partie de la réparation de l'injustice? Alexandre ne trouva rien à répondre. Finalement, le jour de la réception arriva. Le manoir de la duchesse douairière, sur Park Lane, était prêt à accueillir les invités. Les domestiques avaient passé la journée à astiquer l'argenterie, à essuyer le cristal et à disposer les fleurs. Les cuisiniers préparaient des plats raffinés. Les musiciens répétaient dans le grand salon.
La duchesse vérifiait personnellement chaque détail. À 60 ans, elle conservait toujours une dignité royale. Le dos droit, la tête haute, le regard pénétrant. Ses cheveux argentés étaient coiffés en une élaborate coiffure. Et sa robe de soie violet foncé à taille haute soulignait sa silhouette encore svelte. Des diamants aux oreilles et au cou complétaient son allure. Code 155 demanda-t-elle à Alexandre une heure avant le début de la réception. Il se tenait dans le petit salon, où le bruit des préparatifs ne parvenait pas. Code 156, répondit-il. Code 157. Code 158. Dit Alexandre avec fermeté. Code 159. La duchesse regarda son fils longuement. Code 160. Code 161. Il s'interrompit. Et cherchant ses mots. Code 162, Code 163, dit doucement la duchesse. Code 164, les invités, commencèrent-ils à arriver à 8 heures du soir. D'abord les plus ponctuels, de vieux lords avec leurs épouses, pour qui un retard équivalait à une insulte. Puis les autres suivirent. Le grand salon se remplit de bruits de conversation, de rires, de bruissements de robes. Alexandre se tenait à côté de sa mère près de l'entrée, accueillant les invités. Son regard glissait chaque minute vers les portes, attendant. Lady Castlereagh fut l'une des premières personnalités importantes à arriver. C'était une femme d'âge incertain. Elle pouvait avoir 50 ou 60 ans, avec un regard vif et une langue encore plus acérée. Son influence dans la société était immense. Un seul de ses mots pouvait ouvrir ou fermer les portes de n'importe quel salon, y compris le sacré Almax. Code 165 la salua chaleureusement la duchesse. Code 166. Code 167, répondit Lady Castlereagh, l'embrassant sur la joue. Code 168. Code 169, sourit la duchesse. Code 170. Code 171, dit. Lady Castlereagh d'un ton sceptique. Une demi-heure passa. Une cinquantaine d'invités étaient déjà présents. Les musiciens jouèrent un menuet. Les serveurs distribuaient du champagne et des amuse-gueules. Mais Audrey n'était toujours pas là. Alexandre commençait à s'inquiéter. Et si elle avait changé d'avis? Et si sa fierté ne lui permettait pas d'accepter son aide? Et si... Et puis elle apparut. Le majordome annonça à la porte « Côte 172 ». Et les conversations s'interrompirent un instant. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, et Alexandre oublia de respirer. Sa robe était de la couleur du ciel de minuit, bleu foncé, presque noir, avec une taille haute et une longue traîne. Des manches bouffantes en gaze très fines laissaient apparaître ses bras, dépourvus de bracelets ou de gants. Le décolleté était profond, mais pas provoquant. Ses cheveux étaient relevés, avec quelques boucles encadrant son visage. Le seul ornement, un mince diadème en argent orné de saphir, qui brillait à la lumière des bougies. Elle ressemblait à une reine descendue parmi les mortels. Confiante, sereine, parfaite. La duchesse fut la première à aller à sa rencontre. « Code 173, dit-elle en lui tendant la main. « Code 174. » Code 175, fit Audrey en une élégante révérence. « Code 176. » Leurs regards se croisèrent. Et Alexandre vit comment ces deux femmes fortes s'évaluaient mutuellement. Puis sa mère sourit, d'un sourire véritable et chaleureux. Code 177. L'heure suivante, Alexandre observa Audrey conquérir son monde. Elle discutait avec de vieux lords de philosophie antique, avec leurs épouses d'art italien. Elle écoutait attentivement, répondait intelligemment, riait sincèrement. Aucune flatterie, aucune hésitation. Elle se tenait comme une égale parmi ses pairs. Mais le moment le plus important fut lorsque la duchesse la présenta à Lady Castlereagh. Quote _178,
Underscore et ces deux femmes s'observèrent. Lady Castlereagh ne souriait pas. Son visage était impénétrable. Répondit Audrey calmement. Remarqua Lady Castlereagh. Code 185, c'était un test. Tous dans la pièce savaient que Lady Castlereagh était fière de son éducation classique. Code 186, répondit Audrey. Code 187 qui m'a toujours frappé. Celle que l'amour n'est pas possession, mais aspiration au beau. Que le véritable amour élève, au lieu d'asservir. Lady Castlereagh leva un sourcil. Code 188, Code 189. Dans les yeux de Lady Castlereagh, quelque chose apparut. De l'approbation, de l'intérêt. Code 190, Code 191. Quand Audrey s'éloigna, Alexandre entendit Lady Castlereagh dire à voix basse à sa mère. Code 192. Alexandre sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Audrey avait réussi. Elle avait passé le test le plus difficile. Mais la soirée n'était pas encore terminée. Le comte Stanhope, également présent à la réception, n'était manifestement pas content de l'attention que Audrey recevait des autres. Il s'approcha d'elle alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, seule un instant. « Code 193 » commença-t-il, et son ton était empreint de ressentiment. « Code 194. »« Code 195 » répondit-elle doucement. « Code 196. »« Code 197. »« Code 198. » L'interrompit Audrey. Et sa voix se durcit. « Code 180 dit 9. »« Code 200 » termina-t-il. « Code 201, code 202 » répondit-elle calmement. « Code 203. » Stanhope pâlit, puis rougit. « Code 204. »« Code 205 » dit Audrey doucement, mais avec une telle force que le comte recula. « Code 206. »« Code 207. »« Code 208 » coupa-t-elle. « Code 209. » Elle s'éloigna, le laissant debout, le visage sombre. Alexandre, qui avait observé cette scène de l'autre bout de la pièce, ressentit à la fois de l'admiration pour sa force et de l'inquiétude. Stanhope n'était pas du genre à accepter facilement un refus, et un amour-propre masculin blessé pouvait être dangereux. La réception touchait à sa fin. Les invités commençaient à partir. Audrey était parmi les dernières à prendre congé de la duchesse. « Code 210, » dit-elle sincèrement. « Code 211, code 212, » répondit la duchesse. « Code 213. » Alors que Audrey se dirigeait vers la sortie, Alexandre la rattrapa dans le couloir. Elle s'arrêta, se retourna. Ils étaient seuls. Les domestiques s'étaient discrètement éclipsés. « Côte 215, côte 216, » dit-il. « Côte 217, côte 218, » répondit-elle doucement. « Côte 219, côte 220, » objecta-t-il. « Côte 220 était un côte 222. » Il fit un pas de plus. La lumière des bougies dans le couloir était tamisée, créant une atmosphère intime. « Côte 223. »« Côte 224, » demanda-t-elle. Et sa voix était confuse. Avoua-t-il. L'interrompit-elle, reculant d'un pas. Elle se figea, et dans ses yeux, il vit une lutte entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle s'autorisait à ressentir. « Côte 230 et 1, » dit-elle finalement. « Côte 232. »« Côte 233. »« Côte 234, » dit-elle sèchement. « Côte 235. »« Côte 236. »« Côte 237. »« Côte 238, » demanda-t-il doucement. « Côte 239. »« Côte 240, » répondit-elle. Mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Côte 240 à 5, qu'ils étaient mis et si proches qu'il sentait la chaleur de son corps, son souffle. Un pas. Un geste, et il aurait pu l'embrasser. Il vit qu'elle y pensait aussi, vit son regard glisser vers ses lèvres, mais elle recula. « Code 242, » dit-elle, et sa voix tremblait. « Code 243. » Et elle partit, le laissant debout dans le couloir à demi obscur.
le cœur battant à tout rompre, et la conscience d'être désespérément, profondément, éternellement amoureux. Le lendemain matin, Alexandre reçut un mot de sa mère, l'invitant à prendre le petit déjeuner. Il arriva, s'attendant à une conversation sur la soirée précédente. La duchesse était assise dans la petite salle à manger, une tasse de thé à la main. La lumière du matin inondait la pièce, la rendant plus jeune, plus douce. Code 244 l'invita-t-elle. Il s'assit, se versa du café, prit une tranche de pain grillé, mais n'y toucha pas. Code 245 commença la duchesse. Code 246. Code 247, dit Alexandre. Code 248. Il leva les yeux vers elle. Code 249. La duchesse posa sa tasse. Code 250, demanda-t-elle. Code 250 et 1. Code 250 et 2. Code 250 et 3, répondit simplement la duchesse. Code 254. Alexandre voulait croire en ces mots. Il voulait croire qu'il avait une chance. Code 255. Code 256. Code 257, dit-il fermement. Quote underscore 258. La duchesse sourit. Quote underscore 259, Alexandre. Rentra chez lui avec une nouvelle détermination. Audrey a peur de l'amour parce qu'elle ne sait pas ce qu'il peut être. Il le lui montrera, lentement, patiemment, sans rien demander en retour. Il lui montrera que l'amour peut être une liberté et non une cage. Juin apporta une véritable chaleur à Londres. L'air devint plus doux, les jardins fleurirent pleinement. Et la haute société se déplaça dans les parcs pour les promenades matinales et sur les terrasses ouvertes pour les réceptions du soir. La saison battait son plein, les bals se succédaient et le calendrier était rempli pour les semaines à venir. Audrey Pendergast devint l'une des figures les plus discutées de la saison. Après l'approbation de Lady Castlereagh, les portes d'Almax s'ouvrirent, et avec elles, celles des meilleures maisons. Elle était invitée au bal, au dîner, aux soirées musicales. Les hommes se pressaient autour d'elle, demandant des danses et son attention. Les femmes étudiaient mieux ses robes, ses manières, ses coiffures, essayant de percer le secret de son attrait. Mais Audrey gardait ses distances avec tout le monde. Elle était polie, charmante, spirituelle, mais froide. Personne ne pouvait se vanter d'une quelconque intimité avec elle. Personne ne savait ce qui se passait dans son âme, sauf, peut-être, Alexandre. Il tenait la promesse faite à sa mère. Il ne la pressait pas, mais il était là. Il apparaissait aux mêmes événements qu'elle, mais ne monopolisait pas son attention. Il dansait avec elle, mais pas plus souvent que les convenances ne le permettaient. Il lui parlait, mais pas de sentiments, plutôt de livres, de politique, d'art. Il envoyait des fleurs, mais rarement, pour ne pas susciter de commérage. C'était un jeu qui exigeait une immense patience. Et chaque jour, cette patience lui était plus difficile. Surtout quand il voyait d'autres hommes qu'elle a tenté de gagner ses faveurs. Le comte Stanhope ne renonçait pas à ses tentatives, malgré le refus. Le jeune marquis Hargreave, qui venait d'hériter d'un titre et d'une fortune, la courtisait ouvertement. Même le vieux duc de Canterbury, veuf avec 3 enfants adultes, avait été remarqué en lui faisant des avances. Mais Audrey les rejetait tous. Poliment, mais fermement. Un matin, à la mi-juin, Alexandre reçut une note inattendue. L'écriture lui était familière, élégante, légèrement inclinée. Alexandre relut la note plusieurs fois, essayant d'en saisir le ton. Officiel, presque froid. Mais elle demandait une rencontre. Cela signifiait quelque chose. À 3 heures, il était à sa porte. Le majordome le conduisit au bureau du 2e étage, une pièce qu'il n'avait pas vue la dernière fois. Elle était petite, mais confortable, avec des fenêtres donnant sur le jardin. Les murs étaient garnis de bibliothèques. Le bureau était couvert de papier.
Sur le chevalet, près de la fenêtre, se tenait une aquarelle inachevée, une vue de la Tamise depuis le pont. Audrey était assise à son bureau, examinant des documents. Elle portait une simple robe d'intérieur couleur rostée, ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche. Sans bijoux, sans faste. Elle paraissait plus jeune, plus vulnérable. « Votre grâce ?» dit-elle en se levant. « Merci d'être venu si vite. Votre note semblait sérieuse, » répondit-il en s'asseyant dans le fauteuil en face d'elle. « Est-ce que quelque chose est arrivé à votre sœur ?» Audrey se rassit, joignant les mains sur la table. Il remarqua que ses doigts étaient légèrement tachés d'encre. Elle avait visiblement beaucoup écrit aujourd'hui. Caroline arrive à Londres la semaine prochaine, commença-t-elle. Notre père a enfin accepté, bien qu'à contre-cœur. Il n'avait pas les moyens de lui offrir une saison, mais maintenant que je peux aider. Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Côte 267. Alexandre comprit aussitôt. Audrey avait accompli beaucoup. Mais sa position restait précaire. Elle était une curiosité intéressante, une femme inhabituelle, acceptée dans les salons. Mais elle n'était pas une matrone, pas une femme mariée avec une réputation irréprochable et des relations. Présenter sa jeune sœur à la société exigeait plus. « Et vous voulez que je demande à ma mère de vous aider ? Je sais que j'en demande beaucoup, » dit Audrey rapidement. « Votre mère a déjà tant fait pour moi. Mais Caroline est la raison pour laquelle je suis revenu. Si elle n'a pas sa chance, vous n'en demandez pas beaucoup, » l'interrompit-il. Quote 272. Audrey expira de soulagement. Quote 273. Quote 274, dit-il doucement. Quote 275. Elle se tendit. La méfiance revenant dans ses yeux. Quote 276. Quote 277. Audrey se détendit, et un doux sourire apparut sur son visage. Le premier sourire sincère qu'il avait vu depuis des semaines. « Elle est très différente de moi, » commença-t-elle. Cheveux clairs, yeux bleus, un visage ouvert. Gentille, confiante, pleine d'espoir. Elle croit encore aux contes de fées, aux princes charmants. J'ai essayé de la prévenir, de lui expliquer comment le monde fonctionne. Mais elle n'écoute pas. Elle pense encore que l'amour existe. Peut-être a-t-elle raison, dit Alexandre doucement. Audrey le regarda longuement. Peut-être. Mais je ne veux pas qu'elle découvre la vérité comme je l'ai fait. Brutalement, douloureusement, si elle doit être déçue, que ce soit plus doucement. Et si elle n'est pas destinée à être déçue? Et si elle trouve le véritable amour? Alors je serai heureuse pour elle. Répondit simplement Audrey, et j'admettrai que je me suis trompée. Ils se turent. Dehors dans le jardin, les oiseaux chantaient. On entendait le lointain bruit de la rue, le grincement des calèches. « Pourquoi avez-vous si peur ?» demanda soudain Alexandre. « Peur de croire en l'amour ?» Audrey se leva, s'approcha de la fenêtre, regardant le jardin. La lumière tombait sur son visage, révélant de fines lignes qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Elle avait l'air fatiguée. « Parce que j'y ai déjà cru une fois, » dit-elle doucement. « Il y a de nombreuses années, quand j'étais cette fille maladroite, debout contre le mur. Je croyais que si j'étais assez bonne, assez intelligente, assez instruite, quelqu'un le verrait. Quelqu'un m'aimerait non pas pour ma beauté ou ma dot, mais pour ce que je suis. J'y croyais tellement que quand la réalité m'a frappé, je me suis brisée, complètement. Et je me suis juré de ne plus jamais être aussi vulnérable. » Alexandre s'approcha d'elle, s'arrêtant à ses côtés, si près qu'il sentait la chaleur de son corps. « Vous avez dit que les gens changent, vous avez changé. Pourquoi pensez-vous que les autres ne peuvent pas changer ? Parce que j'ai changé consciemment, » répondit-elle sans se retourner. J'ai travaillé sur moi-même, j'ai appris, j'ai grandi. Mais la plupart des gens,
ils restent les mêmes, avec les mêmes préjugés, les mêmes valeurs. Pour eux, il est toujours important qu'une femme soit belle, riche, de bonne origine. Pas pour tout le monde, objecta-t-il, pas pour moi. Elle se retourna, le regardant dans les yeux. Vous dites ça maintenant, mais qu'en sera-t-il dans 1 an, dans 5 ans, quand la nouveauté sera passée, quand l'intérêt s'éteindra? Ne regretterez-vous pas d'être lié à une femme que vous considériez autrefois comme peu belle et indigne? Jamais, dit-il fermement. Parce que je vous vois, la vraie vous, et elle est magnifique. Pas seulement extérieurement, bien que vous soyez éblouissante, mais intérieurement. Votre force, votre intelligence, votre courage. Tout cela fait de vous la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Audrey resta silencieuse. Dans ses yeux se battaient des émotions, le désir de croire et la peur d'être trompée, à nouveau. Côté 297, murmura-t-elle finalement. Côté 298. Alexandre voulait discuter, voulait insister, mais il se rappela les mots de sa mère. Patience, ne pas assiéger les murs, mais attendre qu'ils s'ouvrent d'eux-mêmes. Bien, dit-il en reculant d'un pas. Côte 300. Elle le regarda avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. Gratitude, tristesse ou autre chose. Ils furent interrompus par un coup à la porte. L'ancienne gouvernante d'Audrey, Miss Chadwick, qu'Alexandre avait reconnue, entra. Audrey fit la moue. Cote 302. Cote 303. Alexandre ressentit une piqûre d'irritation familière. Hargrave était persistant dans ses attentions et n'avait clairement pas l'intention d'abandonner. Cote 304, dit-il en se dirigeant vers la porte. Cote 305, dit Audrey inopinément. Cote 306. Alexandre resta. Hargrave entra 1 minute plus tard. Il était jeune, environ 25 ans, blond, beau d'une beauté anglaise classique. Riche, titré, un parti désirable. Et il le savait. Mademoiselle Pendergast, commença-t-il, s'arrêtant à la vue d'Alexandre. Winterbourne. Je ne savais pas que vous étiez ici. Lord Hargrave hocha froidement la tête Alexandre. Nous terminions justement de discuter d'affaires, dit Audrey. Qu'est-ce qui vous amène, milord? Hargrave jeta un rapide coup d'œil à Alexandre, visiblement mécontent de sa présence, mais décida de parler. L'air dans la pièce s'épaissit. Alexandre sentit son corps se tendre. Commença Audrey, l'interrompit Hargrave, s'agenouillant dans un geste classique. Cote 316. Audrey le regarda sans expression. Cote 317, dit-elle calmement. Cote 318, cote 319. Cote 320. Hargrave pâlit, puis rougit. Cote 320 et un quote. 322, répondit-elle fermement. Quote 323. Quote 324. Il se leva, et le mépris résonna dans sa voix. Côte 325. Côte 326, répondit froidement Audrey. Côte 327, côte 328, dit Hargrave en se dirigeant vers la porte. Côte 329. Côte 330, dit Alexandre fermement, s'avançant. Vous vous oubliez, milord. Hargrave s'arrêta, se retourna. Côte 332. Côte 333. Coupa Alexandre. Côte 334, intervint Audrey. Côte 335. Hargrave les regarda tous les deux, souriant désagréablement. Côte 336. C'était une menace mal voilée. Alexandre s'avança vers lui, mais Audrey l'arrêta d'un geste. Côte 337, quand Hargrave fut parti, Audrey s'effondra dans un fauteuil, le visage dans les mains. Ses épaules tremblaient, non pas de larmes, mais de tension. « Audrey !
Alexandre s'agenouilla à ses côtés. « Côte 339, côte 340, dit-elle d'une voix sourde. La société n'aime pas les femmes comme moi, des femmes qui ne jouent pas selon les règles. Si je rejette trop de propositions, les gens commenceront à parler. Que je suis trop fière, que je suis ingrate, que je suis dépravée. Personne n'oserait dire ça. Ils oseront. » Elle leva la tête. Il y avait de la fatigue dans ses yeux. Vous ne comprenez pas ce que c'est que d'être une femme dans ce monde. Chaque pas machat est mauvais. Chaque décision peut être une catastrophe. Je pensais que la liberté me protégerait, mais elle n'a fait que me rendre plus vulnérable. Alexandre prit sa main, doucement, lui laissant la possibilité de se retirer. Mais elle ne se retira pas. Ses doigts froids se serrèrent autour des siens. « Alors permettez-moi de vous protéger, » dit-il doucement. « Pas comme un mari, si vous ne le voulez pas, mais comme un ami, comme quelqu'un qui se soucie de vous. » Elle regarda leurs mains entrelacées longuement. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi êtes-vous si insistant? Pourquoi ne trouvez-vous pas quelqu'un de plus simple, quelqu'un qui ne porte pas tant de blessures? Parce que je ne veux pas de choses simples, répondit-il. Je veux du vrai, et vous êtes la chose la plus vraie qui soit arrivée dans ma vie. » Audrey retira lentement sa main, se leva et s'éloigna vers la fenêtre. Mais il n'y avait plus la même brusquerie dans ses mouvements, seulement de la fatigue. « Donnez-moi du temps, » dit-elle finalement. « Je ne peux rien promettre, mais donnez-moi du temps pour comprendre ce que je ressens. » C'était plus que ce qu'il avait espéré. C'était une chance. « Côte 353, » dit-il en se levant. « Côte 354. » Il partit, la laissant debout près de la fenêtre, plongée dans ses pensées. La semaine suivante, Caroline Pendergast arriva à Londres. Alexandre la vit pour la première fois lors d'une petite réception organisée par sa mère, spécialement pour présenter la jeune fille aux bonnes personnes. Caroline était vraiment l'exact opposé de sa sœur. Cheveux blonds, yeux bleus, un visage rond avec des joues roses. Elle était jolie dans le sens classique que la société appréciait. Et, contrairement à Audrey, elle était ouverte, confiante, pleine d'enthousiasme. « Votre grâce. » Elle fit une profonde révérence quand Audrey les présenta. « Je vous suis si reconnaissante à vous et à votre mère pour votre aide. Audrey m'a tant parlé de vous. Que vous a-t-elle dit exactement ?» demanda Alexandre avec curiosité. Caroline rougit, qu'il était très gentil et que je devais me comporter correctement pour ne pas la déshonorer. Alexandre sourit. Il vit Audrey, debout à côté, lever les yeux au ciel. « Caroline est sujette aux exagérations, » remarqua-t-elle sèchement. « Pas du tout, » protesta la jeune fille. « Tu as dit exactement ça, et aussi que le duc était le plus bel homme de Londres, et que... »« Caroline !» Audrey pâlit, puis rougit. « Ce n'est absolument pas. » Mais Caroline était déjà distraite, voyant un jeune homme que l'une des matrones présentait, côte 364. Et elle partit, laissant Alexandre et Audrey seuls dans un silence gênant. Côte 365 dit rapidement « Audrey », sans le regarder. Côte 366 acquiesça Alexandre, cachant difficilement un sourire. Côte 367. Côte 368, elle le regarda enfin, et des étincelles dansaient dans ses yeux. Côte 369. Côte 370, répondit-il sérieusement. Côte 371. Côte 372. Côte 373. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis éclata de rire. Le premier rire sincère qu'il entendait en sa présence. Le son était mélodieux, authentique, et Alexandre sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « Vous êtes impossible, » dit-elle, mais sans malice. « J'essaye. » Ils restèrent ainsi, se souriant, et à ce moment, il y avait quelque chose de nouveau entre eux. Pas de froideur, pas de tension, une légèreté, une compréhension.
peut-être le début d'une amitié. Ou de quelque chose de plus grand. La soirée se passa bien. Caroline fut acceptée par la société avec approbation. Sa vivacité et sa sincérité plurent, et le patronage de la duchesse de Winterbourne lui ouvrit des portes qui, autrement, seraient restées fermées. Quand les invités partirent, Audrey s'approcha d'Alexandre. « Côte 376, dit-elle doucement. « Côte 377, répondit-il. « Côte 378. Elle le regarda longuement. « Côte 380. « Côte 381, dit-il simplement. Audrey tendit la main, toucha la sienne, un contact léger, presque impondérable. « Côte 382, murmura-t-elle. « Côte 383. C'était tout ce qu'elle dit. Mais pour Alexandre, c'était suffisant. Les murs commençaient à s'effondrer, lentement, brique par brique. Mais ils s'effondraient. Il était prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait pour voir ce qui se cachait derrière eux. Le mois de juillet touchait à sa fin, et la saison londonienne déclinait lentement. Beaucoup de familles commençaient déjà à se préparer à partir pour leurs domaines à la campagne, fuyant la chaleur estivale et l'air étouffant de la ville. Mais pour Audrey Pendergast, l'été à Londres s'était rempli de sens. Caroline avait eu du succès. Un succès réel, incontestable. 3 propositions de mariage honorables étaient en déjà s'arriver. Et la jeune fille était dans les doux tourments du choix entre un jeune baron au bon cœur, un vicomte avec un domaine dans le Yorkshire, et un gentleman fortuné qui adorait son rire. Côte 384 avoua Caroline un soir, alors qu'elles étaient assises dans le salon après un bal. « Ils sont tous charmants. »« Tous bons? Mais comment savoir qui j'aime vraiment ?» Audrey regarda sa sœur, son visage lumineux, plein d'une sincère perplexité, et sentit quelque chose d'inconnu dans sa poitrine. De l'envie? Non, pas de l'envie. Une nostalgie. Une nostalgie de la certitude avec laquelle Caroline croyait en l'amour. « Côte 386, dit-elle doucement. « Côte 387. Côte 388. » Caroline rougit. « Côte 389. Côte 390. » Audrey sourit, sentant son cœur se serrer. Caroline lui prit soudain la main. Répondit automatiquement Audrey. « Ce n'est pas le bonheur, interrompit Caroline, avec une sagesse inattendue. C'est la sécurité. Mais le bonheur, c'est autre chose. C'est quand tu te réveilles et que tu penses à quelqu'un, quand tu vois quelque chose de beau et que tu veux le partager précisément avec cette personne. Quand... » Elle s'interrompit. « Quand tu regardes le duc de Winterbourne comme tu le regardes. » Audrey retira sa main. « Ne dis pas de bêtises. »« Ce n'est pas une bêtise, » insista Caroline. « Je te vois changer quand il entre dans la pièce. Comme ton visage s'adoucit, comme tu souris vraiment, et non de ce sourire poli que tu montres à tous les autres. Il t'aime, c'est évident. Et toi ? » « Je ne sais pas, » murmura Audrey, et c'était la vérité. J'ai peur de le savoir. Mais elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Chaque jour, chaque rencontre, chaque conversation, quelque chose en elle changeait. Les murs qu'elle avait si soigneusement construits pendant des années se fissurèrent. Et elle ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou s'en horribler. Alexander était patient, étonnamment patient pour un homme de sa position et de son tempérament. Il ne faisait pas pression, n'exigeait rien. Ne posait pas d'ultimatum. Il était simplement là. Il dansait avec elle au bal, mais pas seulement avec elle. Il lui envoyait des fleurs, mais pas tous les jours. Il l'invitait à des promenades dans le parc, toujours en respectant les convenances, avec un valet et une dame de compagnie. Il parlait de livres qu'ils avaient lus, de lieux où ils étaient allés, de philosophie, de politique, d'art. Audrey découvrit que son esprit était vif, ses opinions réfléchies,
son sens de l'humour subtil. Il l'écoutait non par politesse, mais avec un intérêt sincère. Il discutait quand il n'était pas d'accord. Il reconnaissait ses torts quand il se trompait. Ce n'était plus le même garçon qui s'était moqué d'elle 10 ans auparavant. Il était devenu un homme digne de respect, et peut-être d'amour. Le dernier samedi de juillet, la duchesse de Winterbourne organisa un pique-nique dans son domaine de campagne, à Richmond. Seuls les amis proches et la famille furent invités, une vingtaine de personnes. Audrey et Caroline reçurent une invitation, et il aurait été impoli de refuser. Le domaine était magnifique. Une vieille maison en pierre sombre, entourée d'un parc avec des chênes centenaires. Des pelouses descendantes vers la rivière. Une roseraie embaumant l'air dans la chaleur estivale. Les tables étaient dressées à l'ombre de grands arbres près de la rivière. Nappes blanches immaculées, porcelaine fine, cristal. Les serviteurs apportaient du veau froid, des pâtés, des fruits, du vin frais. Un quatuor à cordes jouait, la musique se mêlant au chant des oiseaux et au murmure de l'eau. Audrey était assise sur une couverture sous un chêne majestueux. Regardant Caroline rire avec d'autres jeunes gens, le baron de Wiltshire était là, visiblement sur l'invitation de la duchesse, qui approuvait clairement cette union. Il se promenait le long de la rivière, et même de loin, on pouvait voir à quel point ils s'accordaient de bien. « Ils feront un beau couple, dit une voix à côté. Audrey se retourna. Alexander se tenait là, avec 2 verres de limonade. « Puis-je me joindre à la vous ?»« C'est votre domaine, répondit-elle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. »« Mais je ne veux pas faire n'importe quoi. Je veux m'asseoir avec vous, si cela ne vous dérange pas. » Elle ne s'y opposa pas. Il s'assit à côté d'elle, lui tendant un verre. Leurs doigts se touchèrent, et Audrey ressentit la chaleur familière. « Le baron Wiltshire a demandé la permission de faire sa demande à Caroline, » dit Alexander. « Il s'est adressé à moi comme, eh bien presque comme le chef de votre famille, étant donné que votre père est à la campagne. » Et qu'avez-vous répondu ? Que la décision lui appartenait, mais que je le considérais comme un homme digne, qui la chérirait. Audrey sourit. « Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour elle. Sans vous, sans moi, vous vous en seriez sorti seul, l'interrompit-il. Vous vous en sortez toujours. » Ils restèrent assis en silence, écoutant la musique et les voix autour d'eux. C'était calme, paisible. Audrey sentit la tension qu'elle avait portée pendant des mois se dissoudre lentement. « Voulez-vous vous promener ?» proposa Alexander. « Il y a un vieux pavillon plus loin avec vue sur la rivière. C'est très beau. » Ils prirent un sentier qui serpentait le long de la berge. Madame Chadwick suivait à une distance respectueuse, toujours présente, mais sans gêner. Le soleil était bas, teignant tout d'une lumière dorée. L'air sentait les roses, l'herbe fraîchement coupée et l'œillet. Le pavillon se trouvait sur une petite colline, offrant une vue sur la rivière et les champs lointains. Il était vieux, couvert de lierre, avec des bancs en bois à l'intérieur. « Ma mère aime cet endroit, » dit Alexander en entrant. « Elle dit qu'elle y trouve toujours la paix. » Audrey s'assit sur le banc, regardant le paysage devant elle. Alexander s'assit à côté, pas trop près, gardant ses distances, mais suffisamment pour qu'elle sente sa présence. « La saison se terminera bientôt, » dit-elle. « Tout le monde retournera dans ses domaines. »« Et vous ?»« Je ne sais pas. Je resterai probablement à Londres, ou je retournerai en Italie, maintenant que Caroline est casée. »« Ne partez pas, » dit-il brusquement, puis plus doucement. « S'il vous plaît, ne partez pas. » Audrey se tourna vers lui, rencontrant son regard. Dans ses yeux bruns, il y avait une supplication si sincère que son cœur se serra. Pourquoi pas?
Je n'ai plus rien à faire ici. Si, répondit-il, vous pouvez être ici, avec moi, si vous le voulez. Le silence s'étira. Audrey sentit son cœur battre la chamade, ses paumes moites. C'était le moment. Le moment de décider si elle devait continuer à se cacher derrière des murs ou prendre un risque. Gagni, Santiki. Alexander. Commença-t-elle, et son nom sonna pour la première fois sans titre, personnel et intime. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas aimer, faire confiance. J'ai peur. Je sais, répondit-il doucement, mais je ne vous demande pas de ne pas avoir peur. Je vous demande d'essayer, de nous donner une chance. Et si je vous déçois, si je ne suis pas celle que vous croyez, impossible, dit-il fermement, parce que je vous vois, tout entière, avec toutes vos peurs, vos blessures, vos doutes, et c'est cette vous que j'aime, la vraie. Les larmes brûlaient ses yeux. Audrey s'était retenue si longtemps, ne s'était pas permis de faiblesse, que maintenant, alors que les défenses s'effondraient, elle se sentait sans défense. « Je ne sais pas comment être aimée, murmura-t-elle. Je ne sais pas comment répondre à l'amour. Alors je vous apprendrai. » Alexander lui prit la main, doucement, lui laissant la possibilité de se retirer. Mais elle ne se retira pas. Lentement, pas à pas, sans pression, sans attente. Juste, soyez là, c'est tout ce dont j'ai besoin. Audrey regarda leurs mains entrelacées. Sa main était chaude, forte, rassurante. Et soudain, elle comprit. L'amour n'était pas toujours une cage. Parfois, c'était un soutien. Un endroit où l'on pouvait se reposer, sachant qu'on ne serait pas jugé, ni trahi. « Et j'ai peur de me perdre, avoua-t-elle. Peur que le mariage me transforme en quelqu'un d'autre. Alors ne vous mariez pas, dit-il simplement, et elle tressaillit de surprise. Je suis sérieux. Si le mariage vous effraie, nous pouvons ne pas nous marier. Nous pouvons simplement être ensemble, comme vous voulez, à vos conditions. Mais la société, au diable la société, dit-il brusquement. Je me fiche des commérages, de ce que les gens diront. Seul vous m'importez. Votre bonheur, votre liberté. Si vous dites que vous ne voulez pas vous marier, il n'y aura pas de mariage. Si vous dites que vous voulez vivre séparément, je vous achèterai une maison à côté de la mienne. Si vous dites que vous voulez partir en Italie, j'irai avec vous ou j'attendrai ici. Tout ce que vous voudrez, Audrey, pourvu que vous soyez heureuse. C'était inattendu, inattendu et stupéfiant. Tous les hommes qui lui avaient fait des propositions voulaient la changer, l'intégrer à leur vie, la faire partie de leur monde. Et Alexander lui proposait de s'intégrer à sa vie, de s'adapter à ses besoins. « Le pensez-vous vraiment ?» demanda-t-elle, et sa voix tremblait. « Chaque mot, » répondit-il fermement. « Je vous aime. Pas l'idée de vous, pas ce que vous pourriez devenir. Vous, tel que vous êtes. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra pour que vous y croyiez. » Audrey sentit les derniers murs s'effondrer. La peur reculait, laissant place à quelque chose de nouveau. Pas seulement l'espoir, la confiance. « Je ne dirai pas que je vous aime, » dit-elle lentement. « Pas maintenant, parce que je ne suis pas sûre de comprendre ce qu'est de l'amour. Mais je dirai que je veux essayer. Je veux savoir si cela peut être vrai. » Le visage d'Alexander s'illumina d'une telle joie qu'Audrey sourit involontairement en retour. « C'est tout ce dont j'ai besoin, » dit-il. Une chance. Juste une chance. Il porta sa main à ses lèvres, embrassant le dos de sa main, pas les phalanges, mais la paume, tendrement, presque avec révérence. Et Audrey sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, regardant la rivière, tandis que le soleil descendait lentement vers l'horizon. Madame Chadwick s'était discrètement éloignée encore plus, leur laissant un peu d'intimité.
Et maintenant? Demanda Audrey. Maintenant, nous irons lentement, répondit Alexander. Nous nous rencontrerons, nous parlerons, nous apprendrons à nous connaître. Sans hâte, sans pression, et un jour, si vous le voulez, nous pourrons devenir quelque chose de plus. Et si vous ne le voulez pas, nous resterons amis, pour toujours. Accepteriez-vous vraiment l'amitié, si je ne peux pas vous donner plus? Non, avoua-t-il honnêtement. Cela me tuerait. Mais je préférerais votre amitié à votre absence totale dans ma vie. Audrey rit, doucement, avec un mélange de larmes. Vous êtes impossible, dit-elle, répétant les mots prononcés des semaines auparavant. Mais maintenant, ils sonnaient tout à fait différemment. Plus chaleureux, plus doux. J'essaie, répondit-il, exactement comme alors. Ils rejoignirent les invités alors que la nuit commençait à tomber. Caroline leur jeta un regard curieux, remarquant qu'ils se tenaient de la main, mais ne dit rien. Elle se contenta de sourire, largement et joyeusement. La soirée se termina par une douce nuit d'été. Alors que les équipages se préparaient à partir, Alexander raccompagna Audrey jusqu'à sa voiture. « Quand vous reverrai-je » demanda-t-il. « Demain » proposa-t-elle. « Nous pourrions nous promener dans le parc, si vous voulez. »« Je veux, » sourit-il. « Je veux toujours. » Audrey monta dans la voiture, mais avant que la porte ne se ferme, elle se retourna. « Alexander ? Oui ? Merci pour votre patience. » De ne pas avoir abandonné. « Jamais je n'abandonnerai, » répondit-il simplement. « Je le promets. » La voiture démarra et Audrey regarda par la fenêtre, voyant sa silhouette devenir de plus en plus petite dans l'obscurité. Il y avait une étrange sensation dans sa poitrine. Pas encore le bonheur. Elle n'était pas prête à appeler cela du bonheur, mais quelque chose de similaire. L'espoir, peut-être, ou le pressentiment du bonheur. Les semaines suivantes furent étranges et merveilleuses. Ils se rencontraient presque tous les jours. Ils se promenaient dans le parc, faisaient de l'équitation, visitaient des galeries et assistaient à des concerts. Toujours en respectant les convenances, toujours avec une dame de compagnie ou un valet à proximité. Mais quelque chose d'invisible grandissait entre eux. Un lien, une compréhension, une intimité. Audrey apprenait à faire confiance. Lentement, prudemment, en faisant un pas en avant et parfois un pas en arrière. Mais Alexander ne la pressait pas, ne la forçait pas. Il était simplement là, fiable, patient, compréhensif. Caroline se fiança au baron Wiltshire à la mi-août. Le mariage fut fixé pour le printemps suivant. La jeune femme rayonnait de bonheur, et Audrey, en la regardant, ressentait à la fois de la joie et une légère tristesse. Sa sœur avait obtenu ce dont Audrey elle-même avait jadis rêvé, et qu'elle avait depuis longtemps cessé d'espérer. Mais, peut-être, tout n'était pas encore perdu. Un soir, fin août, alors que la société londonienne s'était presque entièrement dispersée, Alexander invita Audrey à dîner dans son hôtel particulier en ville. Un petit dîner intime. Juste eux deux et, bien sûr, Madame Chadwick, présente pour les convenances. Ils dînèrent dans la petite salle à manger, avec vue sur le jardin. Les bougies se reflétaient dans le cristal. La nourriture était exquise mais simple. La conversation coulait facilement, comme toujours entre eux maintenant. Ils discutaient d'un livre qu'ils avaient tous deux lu récemment, débattaient de politique, riaient des commérages mondains. Après le dîner, ils sortirent dans le jardin. La nuit était chaude, pleine d'étoiles. Le parfum des fleurs nocturnes, jasmin, violette de nuit, embaumait l'air. Ils s'arrêtèrent près de la fontaine, au centre du jardin. L'eau murmurait doucement, reflétant les étoiles. « Audrey » commença Alexander, et il y avait de la tension dans sa voix. « Je veux vous demander quelque chose. Et si la réponse est non, je l'accepterai. Mais je dois demander. » Le cœur d'Audrey s'accéléra. « Demander. » Il lui prit les mains dans les siennes, la regarda droit dans les yeux. « Au cours de ces semaines, j'ai compris une chose.
Je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. Je ne veux pas l'imaginer. Vous êtes devenu une partie de moi, une partie de chacun de mes jours, de chaque pensée. Et je sais que vous avez peur du mariage. Je sais qu'il vous semble une cage. Mais que se passerait-il si nous le rendions différent? Que voulez-vous dire? Un mariage à vos conditions, expliqua-t-il. Vous continuez à vivre comme vous le souhaitez. Votre maison, votre temps, votre liberté. Je n'exigerai rien que vous ne soyez pas prête à donner. Mais nous serons ensemble, officiellement, devant le monde entier, comme des partenaires égaux, et non comme un maître et une subordonnée. Audrey resta silencieuse, réfléchissant à ces paroles. « Est-ce possible ?» demanda-t-elle enfin. « Un tel mariage? Si nous le voulons tous les deux, oui, répondit-il. La société condamnera. On dira que je suis un faible qui a laissé sa femme le mener par le bout du nez. On dira que vous êtes une femme anormale. Mais je m'en fiche. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. L'important est que vous soyez heureuse. » Audrey sentit les larmes monter à ses yeux. Toute sa vie, elle avait pensé que le mariage signifiait la perte de soi. Que l'amour était une capitulation, un abandon de la liberté pour la sécurité. Mais Alexander lui offrait autre chose. Non pas la possession, mais un partenariat. Non pas une cage, mais des aïeux. Êtes-vous vraiment prête à cela? Murmura-t-elle. À un mariage qui ne ressemble pas aux autres mariages? À une femme qui ne sera pas soumise et obéissante? Je ne veux pas d'une femme soumise, dit-il fermement. Je vous veux, forte, indépendante, libre, telle que vous êtes. Et si pour cela il faut réécrire les règles du mariage, qu'il en soit ainsi. Audrey ferma les yeux, sentant quelque chose de chaud et de lumineux se déployer dans sa poitrine. C'était comme l'aube après une longue nuit, comme le printemps après un hiver rigoureux. « J'ai peur, ouais. J'ai peur, avoua-t-elle. J'ai toujours peur. Peur de vous décevoir. Peur de ne pas être la femme que vous méritez. Bemtatum. Vous êtes déjà la femme que je mérite, répondit-il. La femme que j'aime. Et si vous avez besoin de plus de temps, j'attendrai. 1 an, 2, 10. Autant qu'il le faudra. Audrey ouvrit les yeux, le regarda. Son visage éclairé par le clair de lune. Ses yeux bruns, pleins d'amour et de patience. Ses mains, tenant les siennes si délicatement, comme si elle était quelque chose de précieux. Et elle comprit. C'était ça, l'amour. Pas une passion qui passe, pas une habitude qui reste, mais un choix. Le choix quotidien d'être ensemble, de se soutenir, de donner la liberté au lieu de la prendre. « Demandez-moi, » dit-elle doucement. Alexandre se figea. « Quoi? Demandez-moi correctement. Faites votre demande, et je répondrai. » Son cœur sembla s'arrêter. Puis il s'agenouilla, tenant toujours ses mains. « Audrey Pendergast, dit-il, et sa voix tremblait. Me ferez-vous l'honneur de devenir ma femme? Non pas parce que vous le devez, non pas parce que la société l'exige, mais parce que nous nous aimons et que nous voulons partager notre vie, sur un pied d'égalité, en tant que partenaires. Pour toujours. » Audrey le regarda, cet homme qui avait attendu si patiemment, qui avait aimé si désintéressément. Et elle n'hésita plus. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je vous épouserai. » Alexander se leva, et l'instant d'après, elle était nette dans ses bras. Il la serra contre lui, fermement, mais pas trop fort, lui laissant de l'espace même dans cela. Puis il l'embrassa. Pour la première fois, et c'était à la fois tendre et passionné, plein de promesses et d'espoir. Quand ils rompirent enfin le baiser, Audrey rit, de bonheur, de soulagement, de la prise de conscience qu'elle était libre. Libre d'aimer, libre d'être aimée, libre d'être elle-même. « Côte 395, dit-elle, et les mots ne firent pas mal
contrairement à ce qu'elle craignait. Au contraire, ils lui apportèrent une libération. « Je vous aime, Alexander Greymore. Je ne sais pas quand cela a commencé, mais je vous aime. Et je vous aime, répondit-il, serrant sa tête contre sa poitrine. Je vous ai toujours aimé, et je vous aimerai toujours. » Ils restèrent ainsi, enlacés sous le clair de lune, tandis que le monde dormait autour d'eux. Quelque part au loin, Madame Chadwick se détourna discrètement. Sourianté. Une histoire qui avait commencé dans la douleur et l'humiliation trouvait sa fin heureuse. Pas parfaite, la vie n'est jamais parfaite, mais réelle, profonde, juste. Le mariage eut lieu le printemps suivant, petit et intime. Pas l'événement grandiose de la saison, mais une occasion personnelle et significative pour deux personnes et ceux qu'ils aimaient. Audrey se tenait devant l'autel dans une robe simple de la couleur du ciel du matin, des pivoines à la main, et regardait l'homme qui avait changé sa vie. Il ne l'avait pas sauvée, elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Mais il lui avait montré que l'amour pouvait être différent, que le mariage pouvait être une liberté et non une cage. Et quand le prêtre les déclara mari et femme et qu'Alexander l'embrassa devant les quelques invités, Audrey comprit une chose. Elle était enfin rentrée chez elle. Pas dans une maison, mais auprès d'une personne, auprès d'un partenaire, auprès de l'amour. Et c'était suffisant, plus que suffisant, c'était tout.